Bonjour à tous et merci pour votre participation à ce nouveau webinaire de Deltamu sur le thème de la traçabilité aujourd'hui. Donc on a le plaisir aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec Reynald Giraud de Deltamu qui va vous parler vraiment de la traçabilité au sens métrologique du terme. Et également Ludovic Blanc, de notre partenaire, donc CIPAM, spécialisé justement en traçabilité et solutions connectées. Bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, pour ce webinaire, on l'a divisé en trois parties, avec vraiment des rappels, des principes fondamentaux, des exemples d'application. Et on laissera ensuite, bien sûr, la parole à Ludovic pour ouvrir les champs des perspectives sur la traçabilité et les solutions connectées. Donc, n'hésitez pas à tout moment à nous poser des questions par le petit biais du formulaire que vous avez à votre disposition. Et évidemment, comme d'habitude également, le webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Bon, pour commencer, vraiment, tout ce qui est les contextes et les enjeux autour de cette thématique de la traçabilité métrologique, c'est vraiment de garantir la fiabilité des mesures au quotidien, puisque c'est sur la base de mesures qu'on va prendre des décisions, notamment en termes de conformité produit. Donc, il y a des réels enjeux autour de la métrologie. Donc, ce petit support, on pourra vous le partager également, puisque j'ai remis la vidéo de présentation vraiment de la Smart Métrologie qui est disponible sur notre chaîne YouTube et qui fait un très bon rappel de tous ces enjeux et tous les objectifs que peut vous aider à atteindre la métrologie en tant que véritable facteur de compétitivité. La réponse que propose Deltamu par rapport à ces enjeux, c'est vraiment une solution adaptée. Le logiciel Optimu pour toute la gestion des moyens de mesure, qui est fait par des métrologues et pour des métrologues et qui va vraiment pouvoir s'interfacer, comme on va le voir dans les exemples qui suivent, dans l'ensemble de la chaîne numérique de l'entreprise. Et toutes ces solutions, elles vont vraiment s'appuyer sur une expertise unique de smart métrologie, de métrologie 4.0 qui s'interface avec le reste de l'entreprise, tout en respectant bien sûr l'ensemble des exigences normatives ou des exigences clients qui peuvent s'imposer dans l'industrie. Vous avez mis ici un petit panel dans les différents secteurs d'activité, que ce soit dans l'automobile avec l'IATF ou dans l'aéronautique avec la 9100, dans le monde des essais avec l'ISO 17025 ou des dispositifs médicaux 13485, avec une petite particularité aussi pour les laboratoires pharmaceutiques qui ont des exigences, eux, complémentaires en termes de sécurisation des données, avec les exigences de la FDA, donc Food and Drug Administration, 21 CFR par 11, pour notamment tous les laboratoires qui font de l'export sur le territoire américain. Donc nous, on est vraiment garant du respect de ces référentiels sur la partie métrologie, et preuve en est, c'est que chez Deltamu, nous sommes pilotes de la refonte de l'ISO 10012, qui porte vraiment sur tous les systèmes de management de la mesure, donc qui est en cours de relecture et qui, donc la nouvelle version est prévue normalement pour 2024, avec toutes les bonnes pratiques qu'on va pouvoir proposer en termes de traçabilité, effectivement, mais aussi en termes d'optimisation de la gestion des instruments de mesure et d'aller aussi vers le juste nécessaire pour prendre les bonnes décisions à partir des mesures qui sont réalisées dans les entreprises. Donc voilà, on est très actifs dans le milieu normatif pour faire avancer les choses sur la partie métrologie. On fait des publications, des conférences. On est aussi très impliqué dans la formation initiale. Par exemple, dans le BTS métier de la mesure. On intervient aussi dans les masters spécialisés de data science pour l'ingénierie et puis dans d'autres types de formations. Et on veut aussi faire du transfert de compétences, notamment par le biais des webinaires tels que celui-ci. On en a un prochain d'ailleurs, le 6 décembre, également sur le thème plutôt de la capacité. Si ça vous intéresse, ce sera le dernier de l'année. Et on va aussi préparer notre planning 2024. On vous remercie d'ailleurs, parce que
on a de plus en plus de succès avec ces webinaires. Et n'hésitez pas à nous adresser s'il y a des sujets que vous voulez qu'on adresse dans le cadre de ces webinaires. On se fera un plaisir de les traiter. Donc, soit par le biais des questions, soit vous nous envoyez un email et on étudiera avec attention toutes vos propositions de nouveaux sujets exploités dans les webinaires. L'offre Deltamu, donc il y a vraiment toute cette partie conseil, expert, diagnostic pour justement regarder quelles sont les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place en termes de métrologie dans vos entreprises pour faire la balance entre la maîtrise des coûts et des risques. La suite logicielle Optimu, qui est assez connue, qui est composée de différents modules, vraiment de la gestion de parc, qui va englober toute cette partie traçabilité, parfois en lien aussi avec des solutions qui sont proposées par CIPAM, on va en parler, et des modules qui vont permettre aussi de faire l'étalonnage, du calcul d'incertitude, des études de capacité, etc. Et des formations, alors bien sûr à l'utilisation du logiciel, mais pas que, on a vraiment des formations en métrologie, donc sur tout ce qui va être incertitude, évaluation des périodicités d'étalonnage, optimisation. On a tout un catalogue qui est disponible et une plateforme également numérique digitale que vous pouvez tester pour avoir les premiers modules qui sont disponibles gratuitement. Donc, on travaille effectivement, on en a parlé, avec tous les secteurs d'activité du monde de l'industrie, de la PME jusqu'au plus grand donneur d'ordre, donc dans les secteurs de la mécanique, de la santé, de l'aéronautique et l'automobile. Et bien d'autres, puisqu'on travaille aussi avec le monde du BTP, voilà. Toutes les entreprises où il y a de la mesure. Et donc, pour finir, voilà, on est de plus en plus connu, on commence à faire un développement à l'international, donc avec une filiale en Italie et une autre à Montréal. Donc, principalement, c'est aussi pour accompagner nos clients qui ont aussi des présences internationales, 25 ans d'existence et d'expérience, et on a la chance de compter plusieurs milliers d'utilisateurs dans le monde. Je vais du coup passer maintenant la parole à Reynald, qui va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et vous donner plus d'éléments sur ce thème de la traçabilité métrologique. Très bien, vous devriez tous voir mon écran. C'est bon? C'est bon. Donc, traçabilité, on va commencer par quelques définitions concernant donc la traçabilité métrologique. Les définitions sont évidemment issues du vocabulaire international de métrologie qu'on retrouve sur le site du BIPM en tant que JCGM 200. Donc, c'est la version 3 donc, de ce vocabulaire. Donc, la traçabilité est définie, donc traçabilité métrologique, comme la propriété d'un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence par intermédiaire d'une chaîne ininterrompue et documentée d'étalonnage, dont chacun contribue à l'incertitude de mesure. Donc, qui dit effectivement traçabilité métrologique dit étalonnage. D'accord ? Donc là, effectivement, on va, pour établir cette traçabilité, et il va être requis des étalonnages, et l'étalonnage, donc une comparaison avec des étalons, et la fourniture des incertitudes associées. Alors ça c'est important aussi. Donc si vous réalisez des étalonnages, une étape, vous n'avez pas l'incertitude, il va manquer une partie de la traçabilité métrologique. C'est ça que ça signifie. Donc cette traçabilité, elle implique l'existence d'une hiérarchie d'étalonnage, on va en parler tout de suite après. Je vous ai dit effectivement que quand on va faire donc l'étalonnage, on va devoir fournir l'incertitude d'étalonnage. Ça ne signifie pas pour autant, donc ça c'est le sens de la méthode 5, que quand vous allez employer le moyen de mesure, vous allez avoir donc une incertitude de mesure, que cette incertitude de mesure va être adéquate à l'objectif à atteindre. D'accord ? Donc la traçabilité, en fait, j'ai un étalon, un autre étalon qui va me permettre d'étalonner un autre étalon, qui va me permettre d'étalonner un moyen de mesure, ce moyen de mesure qui va me permettre de faire une mesure.
quand je fais ma mesure, je vais avoir ma hiérarchie d'étalonnage qui va apporter une incertitude de mesure dans laquelle il n'y a pas que l'influence de l'étalonnage du moyen de mesure, d'accord? Il y a aussi les opérateurs, l'environnement, etc. Et au moment où je fais ma mesure, je vais avoir une incertitude de mesure. Est-ce que cette incertitude de mesure est adéquate à l'objectif à atteindre ou pas? Ça, la traçabilité ne l'établit pas. Donc il faut faire attention à ça. Et la traçabilité, elle ne garantit pas qu'il n'y a pas d'erreur humaine. Donc la traçabilité métrologique dans la note 7, ILAC considère que les éléments nécessaires pour la traçabilité, c'est une chaîne ininterrompue à un échelon international ou national, une incertitude de mesure documentée, une procédure de mesure documentée, une compétence technique reconnue. Et là encore, si vous faites des étalonnages en interne, il est à peu près évident que vous n'allez pas prendre le premier venu pour réaliser vos étalonnages. De même, quand vous faites appel à un laboratoire externe pour réaliser les étalonnages, on fait généralement appel à un laboratoire qui va avoir une compétence reconnue dans un domaine, cette compétence pouvant être reconnue notamment par l'accréditation. Et ça implique aussi traçabilité métrologique aussi et des intervalles entre étalonnages. D'accord? Donc là, c'est pour indiquer, peut-être pour un peu insister sur la partie optimisation, mais c'est pas indiquer un étalonnage tous les 12 mois, tous les 24 mois, etc. Dans la définition de la traçabilité, il était indiqué hiérarchie d'étalonnage. C'est une suite d'étalonnage depuis une référence jusqu'au système final de mesure, système de mesure final, dans laquelle le résultat de chaque étalonnage dépend de celui de l'étalonnage précédent. Donc ça, c'est effectivement ce que je vous ai expliqué. Et c'est bien indiqué aussi, l'incertitude de mesure augmente nécessairement le long de la suite d'étalonnage. L'incertitude d'étalonnage, c'est rien qu'une incertitude de mesure. Donc, au fur et à mesure que l'on va descendre dans la chaîne métrologique, votre incertitude de mesure va augmenter. Et au moment où vous allez réaliser la mesure, vous allez avoir une part qui va venir effectivement potentiellement de l'étalonnage du moyen de mesure et une autre part qui va venir d'autres facteurs, pour rappel, les 5M, l'opérateur, l'environnement, etc. Donc il ne faut pas négliger et se focaliser uniquement sur la partie étalonnage. J'ai besoin quand même de la traçabilité derrière pour m'assurer que quand je fais une mesure, eh bien, je réalise une mesure de qualité. En gros, ça me permet de dire que quand je mesure 1 cm, je suis traçable et que ce 1 cm, il représente bien 1 cm. Alors, comment on va retrouver la traçabilité métrologique dans le TIMU? Il y a d'abord plusieurs points qui vont être importants. Donc, dans la définition de la traçabilité métrologique, eh bien, c'est d'avoir toutes les informations qui ont permis d'assurer le raccordement aux étalons nationaux et internationaux. Donc, dans les fiches de vie qui sont disponibles sur Optimu, on va pouvoir trouver tout un tas d'informations, tout un tas d'informations, notamment les interventions d'étalonnage de vérification qui auront été réalisées sur des étalons. Donc là, j'ai un étalon de référence sur lequel j'ai fait un étalonnage de vérification, j'ai mes résultats avec l'incertitude, et je vais retrouver mon document à présenter lors d'un audit, ce document qui va porter le logotype COFRAC, qui me permet de dire, eh bien, le laboratoire étant accrédité COFRAC, au moment où j'ai réalisé la prestation, j'assurais la traçabilité métrologique. Alors, il n'y a pas que les étalonnages qui vont me permettre d'avoir cette traçabilité métrologique. On peut aussi réaliser ce qu'on appelle des comparaisons inter-instruments. Donc, vous pouvez consulter pour ça Contrôler ces mesures 51 donc de 2015 qui traitait effectivement du sujet de la traçabilité métrologique et de la traçabilité des mesures, dans lequel on parlait effectivement des comparaisons inter-instruments, qui sont reprises dans une norme, la fascicule de documentation, pour être plus exact, la FDX 07041. Donc c'est un autre moyen d'assurer la traçabilité métrologique. Et on va pouvoir comparer les résultats de moyens de mesure entre eux, si ce sont des moyens de mesure interchangeables, qui présentent les mêmes propriétés métrologiques. Et bien, quand on va comparer ces moyens de mesure entre eux, on devrait
voir des résultats qui vont être équivalents. Si jamais j'ai un des moyens de mesure qui présente une dispersion différente par rapport aux autres, une justesse différente par rapport aux autres, je parlais de justesse ici, eh bien, ça va m'orienter vers le déclenchement d'un étalonnage éventuel pour aller confirmer ou infirmer le résultat que je vais avoir constaté. Donc là, ici, on va retrouver toutes ces comparaisons inter-instruments. Donc vous voyez, mon étalonnage de vérification date quand même d'il y a assez longtemps, mais régulièrement, tous les 6 mois, je fais des comparaisons inter-instruments. Tant que mes comparaisons inter-instruments entre différentes sondes d'étalons interchangeables me disent qu'elles ont le même comportement métrologique, je ne peux pas statuer que l'une d'elles va dériver. Si à un moment donné, je constate qu'il y a une dérive, effectivement, ou un problème, en fait, comme je vous disais, de justesse ou de fidélité, là, je vais peut-être mettre en œuvre un étalonnage qui fait quelque chose d'un tout petit peu plus lourd que les comparaisons ici inter-instruments. Donc ces comparaisons inter-instruments, on peut les réaliser dans le module surveillance via comparaison inter-instruments. Excusez-moi. Lorsque je vais détecter sur un moyen de mesure ou sur l'un de mes étalons un problème métrologique, la première question qui va se poser, c'est dans quoi j'ai pu utiliser cet étalon, c'est-à-dire j'ai fait des étalonnages avec mon étalon, là par exemple ici sur la sonde que je vous ai montrée, c'est une chaîne de mesure de température qui me sert à étalonner d'autres capteurs qui vont être utilisés pour des mesures. Donc première question, ce capteur-là, sur la dernière intercomparaison, donc au mois de juin, était bon. Et aujourd'hui, on me dit, tiens, c'est bizarre, il y a un comportement un petit peu anormal de la sonde. Ce comportement anormal peut dater juste après la comparaison inter-instruments, mais on ne la remonte que maintenant, ça peut arriver. Ou il peut arriver aujourd'hui. Donc, par acquis de conscience, je vais quand même aller vérifier tout ce qui a été fait depuis le 23 juin 2023 en termes d'étalonnage qui ont impliqué cette sonde comme étalon. Donc pour ça, dans Optimu, on va utiliser cet étalon dans le module étalonnage, ici, et pour faire les étalonnages d'un certain nombre d'autres moyens de mesure. Grâce aux indicateurs, je vais pouvoir retrouver rapidement la liste des instruments qui ont été utilisés comme étalon dans un étalonnage. Donc, mon instrument, excusez-moi, petit souci de voix en ce moment, la liste des moyens employés dans les étalonnages. Donc, mon moyen qu'on m'a remonté aujourd'hui, c'est le SI. D'accord? Donc, je sais que le SI 10-138 a été utilisé en juillet, ici, pour cet étalonnage-là. Donc, c'était avant le 23 juin. C'est bon, je ne remets pas en cause cet étalonnage. Je vais le retrouver ici en juillet et en octobre pour 2 autres sondes. Donc, potentiellement, ces 2 sondes peuvent avoir eu un souci d'étalonnage dans la mesure où je ne sais pas exactement depuis quand le problème qui est survenu sur ma sonde d'étalon a eu lieu. D'accord? Donc, en tout cas, tout ce qui est après le prochain, je vais le remettre en cause. Je vais pouvoir aller consulter rapidement, éventuellement ici, un étalonnage. Donc, je vais cliquer sur le lien, ça va m'ouvrir l'étalonnage. Je vais éditer les mesures, aller regarder, vérifier si jamais il n'y avait pas un souci ici, par exemple. OK. Et mon étalon, lui, tous ces paramètres métrologiques ont été utilisés pour calculer mon incertitude d'étalonnage. Ça, c'est l'incertitude qui venait de mon étalon, qui ont été employés dans mon incertitude d'étalonnage. Donc, potentiellement, ces 2 moyens de mesure, donc la sonde 2, excusez-moi, et la sonde 3, pourraient souffrir d'un problème qui s'est exprimé dans l'étalonnage, et ces moyens de mesure, je les ai aussi utilisés potentiellement pour réaliser des mesures derrière. D'accord? Donc, ça, on va pouvoir le voir notamment grâce au module mouvement. Donc, Optimu dispose d'un module mouvement qui va me permettre de tracer les utilisations de moyens de mesure sur notamment, par exemple, des OF, des ordres de fabrication. Là, c'est une base exemple, donc j'ai assez peu de mouvements. Si vous démarrez avec Optimu, vous en aurez aussi peu que moi au début, et puis assez rapidement, il va y avoir une liste qui va être très très longue.
moi ici, je vais devoir repérer rapidement tous les mouvements dans lesquels la sonde 2 et la sonde 3 ont potentiellement été utilisés depuis le 23 juin. C'est assez simple, je vais ouvrir mon formulaire, je vais aller sélectionner mes filtres, d'abord aller rechercher donc, les instruments qui sont concernés, la sonde 2, je regarde dans ma liste 003, est-ce qu'elle y est? Il n'y est pas. Donc lui, déjà, il n'a pas été utilisé, je suis à peu près tranquille, je ne vais pas avoir de soucis avec. Et je vais m'intéresser à la date du mouvement. Je sais que cette date de mouvement, le problème a eu lieu après le 23 juin. D'accord? 06 2023. Donc ici, j'ai toutes ce qu'on appelle mes sorties et mes entrées. Donc, je vais sortir les moyens de mesure pour aller réaliser des mesures sur un ordre de fragmentation. Une fois que c'est fini, je vais faire des entrées. Je vois que le 26, j'ai eu une entrée. Donc ça signifie en fait que la sonde est sortie avant le 23. Le 23, potentiellement, elle a été terminée. Le 26, elle est ressortie de nouveau. Donc, j'ai ici potentiellement un impact sur ce mouvement-là, sur cette sortie ici, et sur ce mouvement-là. Donc là, je vais pouvoir assez rapidement retrouver les OF qui ont été potentiellement impactés par une non-conformité pour aller m'assurer qu'il n'y a pas de problème dessus. Donc c'est ça aussi la traçabilité, c'est que je vais avoir une production. Cette production, je vais avoir fait une mesure dessus. Si jamais j'ai le moindre problème identifié à un instant T sur un instrument impliqué dans cette production, eh bien, il faut que je mette en œuvre tout ce qu'il faut d'un point de vue qualité pour aller retracer que il ne s'est rien passé, ça n'a pas eu d'impact sur la qualité de ma production. Et alors, justement, c'est avec ce module mouvement qu'on a commencé à travailler avec CIPAM, dans le cadre de notre partenariat, pour faciliter justement la traçabilité des instruments qui sont utilisés, qui doivent être réservés dans le cadre de certains OF pour des fabrications, où on a connecté Optimu avec des lecteurs code-barre, donc qui sont commercialisés par CIPAM, et on a validé la compatibilité. Voilà, on a pas mal d'utilisateurs du module mouvement qui se servent des lecteurs code-barre de CIPAM. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement du module mouvement, ce n'était pas le but d'aujourd'hui, mais effectivement, c'est comme dit Marie, on a effectivement des échanges de données qui peuvent être faits avec la CIPAM, dont on parlera tout à l'heure. Ouais, le but, c'était vraiment, pour répondre à la demande de nos utilisateurs, de gagner du temps et limiter les erreurs de saisie. Donc là, très simplement, en fait, en effet, sur des moyens de mesure, on a des étiquettes, soit code barre, soit QR code, c'est complètement paramétrable. Et les utilisateurs ont simplement à les scanner, en fait, pour enregistrer les mouvements et les entrées et sorties. Donc ça facilite voilà, la traçabilité, ça fait gagner du temps aux opérateurs. Donc la traçabilité, vous voyez, c'est relativement simple. Là, quand on est dans le cadre d'Optimu, ça peut aussi impliquer la traçabilité dans un cadre comme le 21 CFR, ou sur des exigences 9100, d'avoir un audit des données. Donc, qui a fait quoi, quand, dans le logiciel. Donc, Optimu est éligible 21 CFR part 11. Et vous allez pouvoir effectivement tracer tout ce qui a été réalisé dans le cadre du logiciel. Si quelqu'un a modifié une donnée dans un étalonnage, vous pourrez le voir. Vous pourrez appliquer une signature électronique qui peut même empêcher la modification d'une donnée une fois qu'elle a été appliquée jusqu'à son dernier niveau. Donc on va avoir ici la traçabilité vraiment poussée à l'extrême, entre guillemets, de manière à assurer en fait une traçabilité complète et la qualité des informations qui sont associées. Donc dans le cadre d'Optimu, quand on a tout intégré, c'est relativement simple. Quand on est dans des entités qui sont des entités assez importantes, donc les grosses sociétés, Optimu va généralement s'intégrer dans un écosystème d'autres logiciels. Excusez-moi. Et donc, dans le cadre de la traçabilité,
on va avoir ici à mettre en œuvre des échanges de données pour éviter d'avoir des ressaisies notamment. Donc, assurer la traçabilité, c'est aussi assurer du transfert automatisé de données pour être sûr qu'il ne va pas y avoir d'altération, de modification de la donnée, par exemple par une ressaisie erronée. Je veux saisir 1,0, je vais un peu vite, je tape 10. Non, si jamais je n'ai pas fait vraiment attention, je me suis trompé et d'un côté j'ai 1, de l'autre côté j'ai 10. Ça a un impact potentiel assez important. Donc, on a mis en œuvre des échanges de données avec un certain nombre de logiciels à travers ce que l'on appelle des connecteurs. Donc je vous donne un exemple ici qui a été appliqué notamment avec la société UCB que vous avez vu tout à l'heure dans les clients Optimu, les clients de Deltamu, pas que clients Optimu. Donc c'était quoi l'objectif initial? Eh bien, tout simplement lorsque toute l'activité métrologique est faite dans Optimu. Par contre, toute l'activité générale, ce qui va être commercial, administratif, production, c'est géré dans SAP. Donc, dans SAP, les utilisateurs vont créer les moyens de mesure, notamment créer les identifications uniques des moyens de mesure qui vont permettre d'assurer la traçabilité de l'utilisation de ces moyens de mesure dans les OF au niveau de SAP. Ces informations-là, certains moyens de mesure qui vont être typés en gros métrologie, vont être envoyés en automatique via le format IDOC, qui est le format de SAP, vers Optimu. Optimu, c'est le bébé de la métrologie. Donc, la métrologie va utiliser Optimu pour réaliser toutes ces interventions métrologiques, pour tracer toute la métrologie qui peut avoir lieu sur les différents moyens de mesure. Donc, la métrologie va compléter les informations issues de SAP dans Optimu et va réaliser ces étalonnages. C'est des étalonnages de vérification, on est dans un contexte ici industriel. L'objectif ici, c'est pour les utilisateurs de savoir si ils peuvent ou non employer le moyen de mesure. D'accord, c'est pas l'intérêt, c'est pas uniquement d'avoir la traçabilité métrologique, c'est d'avoir la partie traçabilité plus adéquation à l'emploi, c'est-à-dire vérification. Quand ces infos-là, en fait, sont obtenues d'un point de vue métrologique, on va renvoyer l'information vers SAP. Ça va permettre effectivement de dire, tiens, tel moyen de mesure, aujourd'hui, il est KO. Il a été utilisé depuis sa dernière intervention sur tels OF, donc toute la traçabilité des OF étant dans SAP, et on va pouvoir retracer ainsi le lien entre tous les OF sur lesquels a été utilisé ce moyen de mesure depuis le dernier étalonnage où il avait été conforme. Et donc d'assurer cette traçabilité, mais qui ne se fait pas effectivement là dans Optimu. Donc là, on a de plus en plus en fait de mise en œuvre de connecteurs pour échanger des données, tout simplement parce que dans une industrie 4.0, ressaisir l'information dans 3 ou 4 logiciels, forcément à un moment donné, vous allez vous y perdre et on va perdre en traçabilité par rapport à ces informations. Voilà, donc ça c'est effectivement l'échange de données. Ici l'exemple c'était SAP, mais on échange aussi des données avec des logiciels de maintenance comme DimomentOM et d'autres types de logiciels qui peuvent être des logiciels de gestion de moyens de mesure, eux aussi, en fait, de gestion d'actifs, plus exactement. Oui, on a des connexions avec des MES, oui. Voilà, pour garantir que la supervision qui est faite en temps réel en production, elle est bien faite avec un instrument qui est apte, qui est conforme et qui pour sa date de validité. Donc en effet, au-delà de l'interface et des connecteurs avec des logiciels dans l'écosystème de l'entreprise, on peut se connecter, on en a parlé avec des lecteurs code-barres, mais avec plein d'autres choses. Donc on va passer la parole à Ludovic de CIPAM, qui va pouvoir également vous présenter les autres solutions connectées qui peuvent exister vraiment là en termes de traçabilité au-delà de la métrologie.
Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai partagé mon écran et visiblement, ça n'apparaît pas. Pourtant, vous le C'est voyez? bon, Si? c'est Si, bon. si. Bon, d'accord. OK. Bon, OK. Ah, C'est que j'ai pas la même interface. Bah, OK. Bon, super. Merci. Voilà, je vais vous présenter rapidement la société CIPAM pour ceux qui ne la connaissent pas, et puis on verra de manière plus terre à terre les produits qu'on propose et qui peuvent être en lien vraiment avec Optimu et Deltamu en général. Hop, je vais défiler. Alors voilà, rapidement, on a été créé en 1993, donc on a fêté nos 30 ans cette année. Pour la petite histoire, par une ancienne personne de Michelin qui avait mis en place la traçabilité sur les pneumatiques lorsqu'il était chez Michelin, donc mis en place des étiquettes code barre sur les pneumatiques Michelin dans toutes les usines du monde. Et après, à la fin des années 90, il avait même commencé à travailler sur l'intégration de puces RFID dans les pneus. Donc c'est là qu'il a saisi cette opportunité et qu'il a créé CIPAM vraiment pour faire profiter à tous les industriels de ses compétences au niveau de la traçabilité, notamment du code barre et surtout de la RFID. Donc déjà on parlait de RFID dans les années 90. Voilà, donc bon, on s'est développé depuis, on est ISO 9001 depuis l'année 2017 et voilà, bah, on arrive à nos 30 ans en 2023. Alors quelques chiffres rapidement, bah, voilà, donc 30 ans d'expérience, on est 23 salariés pour voilà, un chiffre d'affaires qui approche les 6 millions d'euros. On est membre de plusieurs organismes, membres actifs, notamment on participe à l'AFNOR pour certaines normes dans le domaine de la traçabilité, on est membre GS1. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces alliances-là, mais vous pourrez nous poser des questions si nécessaire. ConnectWave, RN, RFID Alliance, c'est au niveau bien sûr de la RFID. Alors, RFID, je parle d'un terme RFID, c'est de l'identification par radiofréquence, les puces électroniques, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, alors du coup, notre métier, on est vraiment intégrateur de solutions en traçabilité, identification automatique. Dans ce cadre-là, voilà, on va répondre à des problématiques d'identification à la base qui vont servir à la traçabilité et on va utiliser différents moyens, différents outils. Ça peut être des capteurs, des systèmes de localisation, de la RFID, ça passe par des moyens mobiles, par des lecteurs tout simples type douchette lecteur code barre. Voilà. Vous avez un problème de traçabilité d'identification, vous souhaitez identifier, suivre un moyen de mesure, on va pouvoir vous trouver la solution adaptée. Bon, voilà, vous avez quelques-uns de nos clients, on est beaucoup dans le domaine industriel, mais dans tous les domaines. Hein, vraiment, il n'y a pas de. C'est un peu comme tout à l'heure lors de la présentation de la PME au grand donneur d'ordre. Partout il y a besoin d'identifier les produits et de les tracer, on peut répondre, on peut aider à trouver des solutions. Rapidement, il faut le savoir, il peut y avoir des aides de la région pour la mise en place de projets industrie du futur. Hein. C'est assez vague, mais n'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet-là. Voilà. Il y a des subventions, autant en profiter, même pour des POC. Hein. Voilà. Bon, la traçabilité au sens plus large du terme, ça aide à retrouver un historique, hein, garder l'historique de ce qui a été mis en œuvre, d'un emplacement, d'une position, etc. Il y a un chiffre intéressant quand même, c'est que voilà, une erreur de saisie sur 300, il y a une erreur de saisie sur 300 données saisies. Donc ça fait du 3 pour 1000, ça commence à être, suivant ce qu'on fait, ça peut être problématique. Donc dans la traçabilité, voilà, identifier, gérer, enregistrer, communiquer, il y a toute une chaîne, toute une étape, et nous on peut vous aider tout au long de cette étape à trouver et mettre en place des solutions afin de fiabiliser les données du système d'information. Donc ça, on parle de l'identification automatique. Hein, voilà. La traçabilité, on peut la faire de manière écrite, mais voilà, nous, on va vous aider à la faire de manière plus automatisée, avec des outils. Voilà, en automatisant la collecte. Voilà les différentes technologies qui ont été évoquées un peu tout à l'heure. Alors, on a avec différentes contraintes et critères, le code barre, le code 2D, bon là on reste dans du code hein, imprimé.
L'avantage du code 2D, c'est sa facilité de lecture et le fait qu'on puisse mettre beaucoup plus d'informations à l'intérieur. De la même façon, un code barre ou un code 2D, enfin, de préférence un code 2D, on peut le graver dans la matière pour qu'il soit une résistance à l'humidité bien meilleure et une résistance aux températures bien meilleure, sur de l'acier, sur des pièces mécaniques, par exemple, ou sur des outillages, des outils de mesure, par exemple, aussi. Ensuite, on peut aussi mettre des puces RFID. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'est, comme on le voit ici, il n'est pas utile de devoir voir le moyen d'identification. On peut le lire à distance ou à l'intérieur d'un autre contenant, avec des contraintes, le métal, etc. Mais voilà, il y a des solutions. Et après, donc là, je parlais de RFID passive. La RFID passive, pour ceux qui sont déjà allés chez Decathlon, je donne toujours cet exemple, c'est bien parlant, c'est quand vous passez aux caisses automatiques, vous mettez tous vos articles dans un bac et qui sont lus automatiquement. Voilà, c'est exact, c'est une puce RFID qui est posée sur chaque article. Chaque article est sérialisé. Et après, vous avez aussi la RFID active, donc active parce qu'il y a de l'énergie à l'intérieur. C'est le principe du badge de télépéage, le badge d'autoroute, qui permet d'avoir, comme on le voit ici, de manière flagrante, beaucoup plus de portée de lecture. On va revenir un peu plus en détail sur les mises en œuvre de ces différents moyens. Encore une fois, je passe très très vite. J'ai pas beaucoup de temps, mais on reste à votre disposition pour échanger à ce niveau-là. Vous préciser un peu les choses de manière plus concrète. Donc là, si on passe sur le RTLS, sur la solution RTLS basée sur des puces RFID actives, RTLS, Real Time Location System, c'est des systèmes de localisation en temps réel. Donc, il peut y avoir tout un tas d'applications qu'on verra sur le slide juste après, mais l'avantage, c'est d'identifier les actifs et les personnes en temps réel, avec une infrastructure, certes, mais voilà. C'est un peu le principe du GPS à l'extérieur. Alors GPS, on est plus en réception et on voit sa position. Là, c'est l'inverse. Avec notre puce, on va être capable de nous localiser à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais bon, l'intérêt est plutôt à l'intérieur. Et pour faire ça, on peut utiliser, pour faire du RTLS, on peut même utiliser du code barre, de la RFID passive. Il y a des termes d'ultra wideband, du BLE, Bluetooth Low Energy, du Wi-Fi, du LoRa. Bon, bref, c'est des termes un peu techniques, mais voilà, il est possible d'utiliser différentes technologies et d'en combiner plusieurs. Bon, voilà, rapidement. Et voilà ce que ça permet de faire. Notre objet, ça permet de le visualiser sur un plan. Ça peut être un instrument de mesure, ça peut être un véhicule, ça peut être tout ce qu'on veut. Et du coup, d'obtenir sa position. Donc voilà, c'est pas magique, tout ça nécessite une certaine architecture que l'on peut retrouver ici. Alors attendez, je vais revenir juste un petit cran en arrière. Voilà, on a essayé de représenter ça un peu graphiquement. Suivant si on met du code barre, de la RFID passive, active, du BLE, on le retrouve par la forme des objets qui servent à identifier. Donc chaque objet a des dimensions différentes, des propriétés différentes et donc peut être fixé, attaché ou gravé sur un instrument de mesure. Après, on va avoir des outils techniques aussi différents. Ça va être du code barre, du data matrix, ça va être des douchettes, des terminaux portables. Donc, c'est une douchette avec une intelligence, un petit système Android dessus. Et on peut avoir la même chose pour de la RFID passive, avec en plus des lecteurs fixes, comme on peut aussi en retrouver pour le lecteur code barre d'ailleurs. Bon voilà, tout un tas de périphériques à mettre en place, une infrastructure, un middleware, bien sûr, pour au moins interfacer les appareils avec le système d'information qui peut être Optimu, par exemple. Optimu ne va pas savoir communiquer par défaut avec tous les appareils du marché, toutes les technos du marché. Donc, nous, on est là pour faire cette brique middleware. Enfin, on va proposer ou on va déterminer ensemble la meilleure solution technique à mettre en place et on va être capable, si besoin, de faire la partie middleware et même de faire au niveau applicatif des petites applications spécifiques en communication avec Optimu, par exemple. Voilà. Justement, on va retomber dans quelques cas d'application. Bon, ça date un peu, mais c'est vraiment de l'interfaçage avec Optimu. On a fait une petite interface spécifique et un pilotage d'impression d'étiquettes de petite dimension et avec de la lecture code barre. Bon, bien sûr, pour faire de la traçabilité, suivre des étapes de transfert. Bon, enfin, tout ce qui est marqué là, mais voilà,
bien sûr tout ça en rapport avec l'identification et la traçabilité. Voilà, on va faire la même chose, gestion des instruments de mesure, du suivi des instruments de mesure par RFID. On a voilà, un terminal portable avec un lecteur RFID, on retrouve l'antenne ici. On va poser des puces RFID sur les objets qu'on veut suivre, un multimètre dans ce cas-là, et on va avoir une application métier spécifique. Alors nous, CIPAM, on est spécialisé dans le spécifique, on n'est pas éditeur de solutions sur étagère, mais on va vraiment faire de l'application à la demande, sur cahier des charges. Là, on retrouve un exemple d'application avec un certain nombre de fonctionnalités permettant d'avoir cette traçabilité d'outillage. Ça, voilà, c'est un autre type d'application. On peut avoir des solutions type armoire connectée avec identification personnelle, c'est-à-dire l'opérateur va s'identifier, on a un écran, on a un lecteur RFID, on s'identifie, c'est l'opérateur Tartampion qui s'identifie, qui veut récupérer tel instrument, tel objet dans l'armoire, ça ouvre éventuellement la porte de l'armoire qui contient cet objet. Et du coup, il va récupérer son objet, on saura qu'il est vraiment récupéré, qu'il n'est plus présent dans l'armoire. Et le jour où il vient de le remettre, via son identification RFID, et personnelle et de l'objet, on va savoir que l'objet est bien présent dans l'armoire. Et puis du coup, remonter de tout un tas de statistiques, bien sûr, possibles. On va retrouver un autre cas d'application, le tunnel RFID. Bon, ça, on est un peu dans des cas typiques, mais vous avez, imaginons, une caisse à outils. Vous voulez vérifier que tous vos outillages sont bien revenus lorsque vous sortez de votre opération de maintenance pour éviter le fold, par exemple. Donc, ça impose que chaque outil soit identifié par une puce RFID. On pose la caisse à outils en entrée de tunnel, qui est motorisée ou gravitaire. Enfin voilà, c'est pareil du tunnel RFID, on fait ça spécifiquement en fonction des dimensions et des contraintes. Et donc, du coup, en sortie, on a lu tous les outils et on sait s'il manque des outils ou pas dans la caisse. Voilà. Ça marche pour les outils, ça peut marcher pour, bien sûr, tout un tas d'objets. Donc voilà, on est capable d'intégrer ce type de machine spéciale, entre guillemets, spécifiquement pour vous. Ça, c'est un exemple de réalisation. Là, on est en train de travailler sur la boîte d'instruments connectés pour, voilà, en fonction des durées d'utilisation ou durée d'absence de la pige dans la boîte, on va connaître son temps d'utilisation et lorsqu'elle revient, on saura combien de temps elle a été utilisée et du coup déclencher des opérations de maintenance ou des choses comme ça. Pareil pour les différents types d'instruments, mais ce qui impose d'identifier de manière automatique ou en tout cas d'arriver à lire de manière automatique chaque petite pige. Bon voilà, il y en a des choses qui sont en cours à ce niveau-là. Et puis bien sûr après on va jusqu'à la remontée des données, l'analyse des données, leur exploitation via Optimu de manière indépendante. C'est des choses que vont pas faire Optimu, nous on va être capable de s'interfacer via les connecteurs avec Optimu et de vous faire des états un peu particuliers pour votre besoin, étant donné qu'on est capable de faire du développement spécifique. Voilà, je crois que c'était. Alors j'ai été très rapide, mais bon, je parle beaucoup et j'ai plein de choses à dire, mais j'ai essayé de condenser les choses pour que ça donne une vision globale de ce qu'on pouvait apporter par rapport au logiciel Optimu. Je vais donc. Merci beaucoup Ludovic pour ces éléments. Donc voilà, n'hésitez pas, là on a réservé un petit temps, là 5-10 minutes, si vous avez des questions. Donc vous pouvez passer par le biais de l'interface de questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les solutions en termes de traçabilité. Donc effectivement, on commence à avoir quelques petites questions. Alors là, c'était peut-être plus pour Reynald, où on nous demande quel document il faut demander pour attester de la traçabilité métrologique, notamment en cas d'audit. Si vous faites appel à un laboratoire, pardon, excusez-moi. Si vous faites appel à un laboratoire qui dispose d'une accréditation, lorsqu'il va vous rendre le certificat d'étalonnage, la position du logotype COFRAC va attester de la traçabilité de la prestation réalisée jusqu'aux étalons nationaux et internationaux.
si la prestation n'est pas sous accréditation. Il peut encore y avoir des prestations qui sont réalisées hors accréditation. C'est pas une obligation de faire appel à un laboratoire accrédité. Et il y a des prestations qui peuvent ne pas être accréditées actuellement. Là, je dirais que ça va dépendre aussi de l'auditeur. À minima, il faudrait s'assurer que les étalons qui ont été employés pour faire un étalonnage vont bien être traçables. Comme je disais, parfois ça va être difficile réellement à établir. Si vous faites une mesure avec, je sais pas moi, une source vivante, entre guillemets, faire de la traçabilité métrologique dans des cas un peu particuliers comme ça, à travers notamment un étalonnage, ça va être parfois un peu délicat. Donc il peut exister d'autres solutions alternatives à l'étalonnage et à vérification. On avait participé à l'élaboration d'un guide sur tout ce qui concerne la traçabilité, les approches de traçabilité métrologique avec le CFM. Je peux vous encourager à aller consulter ce document pour des approches, on va dire, novatrices sur la partie traçabilité métrologique. Alors, effectivement, après, on a des questions un peu complémentaires. Dans le cas, en effet, où on fait appel à un laboratoire qui n'est pas COFRAC, qu'est-ce qu'il faut demander au laboratoire pour garantir la traçabilité? Je sais que nous, on avait certains utilisateurs qui demandent à leur laboratoire, quand la prestation n'est pas COFRAC, de fournir le certificat de l'étalon. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais effectivement, en cas d'audit, l'auditeur peut vous demander, il faut que rapidement votre prestataire, votre laboratoire soit en capacité de vous fournir le certificat de l'étalon qui a été utilisé pour l'étalonnage de votre propre moyen. Garantir le raccordement. Et au-delà de l'information de traçabilité de l'étalon qui aurait été utilisé pour faire l'étalonnage de votre moyen de mesure ou de votre étalon à vous, il ne faut pas oublier toutes les informations annexes, les incertitudes. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Il y a aussi dans la demande qu'on a vue tout à l'heure dans le VIM et les notes du VIM, que la qualité, on va dire, technique de réalisation. Donc, si vous faites appel à un prestataire qui n'est pas accrédité, qui est tout nouveau, il va quand même falloir vous assurer avant un petit peu de la qualité de la prestation. Vous pouvez le faire en allant éventuellement l'auditer, comme il va vous fournir, lui, éventuellement ses certificats pour ses étalons avec les logotypes qui vont bien, mais vous ne savez pas ce qu'il en est de la qualité de sa prestation derrière. Donc, il peut y avoir aussi ça qui peut entrer en ligne de compte. D'accord, donc par rapport comment dire, par rapport à la traçabilité, mais il y a quand même un certain nombre d'exigences qui vont aussi, comme je disais, dépendre de l'exigence de l'auditeur. Ça aussi, c'est important. Hein. Vous pouvez avoir des requis qui sont de toute façon aussi négociés avec vos clients. Vous pouvez très bien avoir un audit client. Le client, il vous a demandé un certain nombre de choses. Si vous ne respectez pas ces requis, vous pouvez très bien avoir la traçabilité que vous voudrez. Vous n'aurez pas respecté le requis. Donc là, ça c'est une autre problématique, c'est plus une problématique qualité et respect qualité d'un requis par rapport à un client. Alors, un peu dans la continuité de ce type de questions, on nous demande aussi et qu'est-ce qu'il en est quand la prestation elle est faite en interne, dans notre propre labo interne. Donc, du coup, on n'a pas d'accréditation forcément COFRAC. Voilà, quelle est vraiment la différence et puis qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour s'assurer de la traçabilité quand on fait soi-même les étalonnages en interne. D'abord, la qualité des étalons qu'on va utiliser. Donc, comme on l'a vu, ces étalons soient bien traçables des étalons nationaux et internationaux. Au-delà de ça, forcément, hein,
là on en a parlé dans la définition de la traçabilité, une chaîne ininterrompue d'étalonnage avec des incertitudes. Donc là en interne, si vous avez un laboratoire interne et que le laboratoire interne fait des étalonnages, il faut que vous ayez une idée, à minima, de l'incertitude d'étalonnage que vous pouvez annoncer. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir une vraie approche pour déterminer les incertitudes d'étalonnage. Et dans l'étalonnage et l'étalonnage vérification, il y a la prise de décision. Cette prise de décision, elle doit tenir compte de l'incertitude. Donc là encore, il y a différentes approches qui peuvent exister pour tenir compte des incertitudes. On a déjà fait des webinaires d'ailleurs sur le sujet, hein, donc que ce soit des approches basées sur la fiabilité, la norme 98, ISO 98-4. Donc, il faut quand même avoir une compétence. Donc ça revient encore une fois sur la partie traçabilité. Il faut avoir une vraie compétence métrologique au niveau de la réalisation de ces étalonnages. L'étalonnage, c'est pas simplement je prends quelqu'un et la personne va être capable de comparer un moyen de mesure à des étalons et de me dire ouais, pas de souci. Si c'était aussi simple que ça, tout fonctionnerait certainement beaucoup mieux. Oui, en effet, donc là on a plutôt un témoignage d'un de nos clients qui atteste ce que dit Reynald lors d'un audit. Alors, dans le cadre d'une prestation qui avait été sous-traitée, ils ont dû prouver vraiment les compétences du prestataire bien au-delà de la traçabilité ou des étalons nationaux. C'était pas suffisant. Donc, il faut aussi être en capacité de justifier que le système qualité, le niveau d'incertitude des prestations qui sont faites par vos prestataires, sont bien en adéquation avec le niveau que vous attendez par rapport à la criticité, à l'utilisation des moyens de mesure que vous faites en interne. Donc ça nous amène aussi à la question des erreurs maximales tolérées, hein, les fameuses EMT. Comme le disait Reynald, un étalonnage vérification, ça sert aussi à tester une décision qui va être prise dans le cadre de la vérification, est-ce que mon moyen est conforme ou pas. Donc des fois c'est normalisé pour des instruments très standards, parfois ça ne l'est pas. Donc effectivement, il appartient au propriétaire de l'instrument de mesure, donc à l'entreprise, de justifier et de savoir quel est le niveau de EMT qui est attendu quand elle demande la vérification par un prestataire externe. Même quand elle fait en interne, on avait fait, vous pourrez peut-être retrouver, je ne sais pas s'il est toujours disponible, un article sur une étude qu'on avait fait sur des pipettes. Oui. Justement pour s'intéresser en fait, donc Marie disait, on peut avoir des requis normatifs, mais est-ce que le requis normatif est en accord avec votre besoin? Là, on avait fait une étude justement sur les pipettes et on s'était aperçu que le requis normatif, la plupart du temps, était trop exigeant par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc là, dans ces cas-là, en fait, vous pouvez très bien, à tort par rapport à ces EMT, dire, en fait, ma pipette est non conforme au regard du requis écrit voilà, quelque part, requis normatif, alors que par rapport au requis industriel réel derrière, eh bien, ça convenait tout à fait. Donc, effectivement, on peut adapter les EMT. Derrière, on avait eu, semble-t-il encore, un webinaire sur le sujet, justement, sur lequel on a traité des EMT, ouais, tout à fait. que vous retrouverez effectivement sur notre chaîne YouTube aussi. De toute façon, on vous enverra le support qui a été partagé, le lien vers l'article qui remonte un petit peu, mais qui est toujours d'actualité sur les différentes questions autour de la traçabilité. Et puis d'autres ressources qui sont disponibles sur notre site web. On a un onglet ressources où vous pouvez retrouver les replays, des articles. Il y a beaucoup d'éléments. Je vois qu'on a aussi des personnes qui sont intéressées, qui auraient des besoins par rapport aux solutions de traçabilité qui ont été présentées par Ludovic. Donc ça, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse avoir des échanges un petit peu plus
personnalisé, qu'on comprenne bien ce que vous attendez. Voilà, je sais qu'on nous pose aussi pas mal de questions alors, sur le RFID, hein, c'est vrai que c'est à la mode, et ça répond pas mal à la question. Moi, je le vois quand on va dans les usines, où il est l'appareil de mesure. Donc, on pense parfois à la RFID comme une solution. Alors, ça peut être possible, mais il y a des contraintes. Je sais pas, Ludovic, tu peux peut-être nous en donner 2-3 mots comme ça pour conclure. Oui, oui, voilà, c'est pas ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une solution, c'est un outil, c'est pas magique, hein, comme beaucoup le pensent ou l'espèrent, on va dire, malheureusement. Mais voilà, chaque demande doit s'étudier. On aura vite fait le tour, savoir si c'est faisable ou pas. Un coup de fil, voilà, on en discute. On vous donnera les contraintes. Je veux pas expliquer, je veux pas rentrer dans la technique ici, mais voilà. C'est pas, ça fait pas tout. C'est pas, je mets une étiquette RFID sur mon article, je peux le localiser dans mon usine comme ça sans rien faire. Non, voilà, c'est pas magique. Encore une fois, mais c'est à discuter. Voilà, il y a des cas où c'est devenu magique pour les clients parce que ça leur a permis de gagner un temps énorme, etc. Et d'autres cas clients où non, ils voulaient une solution RFID, on est parti sur du code barre. Voilà, donc c'est vraiment à étudier au cas par cas. Mais je suis là pour ça. Oui, n'hésitez pas. Bon, je vois qu'on a encore d'autres questions, mais l'heure tourne. Donc, je pense qu'on reviendra vers vous de façon plus ciblée pour répondre aux questions qui restent en attente. En tout cas, merci beaucoup à Ludovic et à Reynald pour ces interventions de qualité. Et à vous tous les participants pour votre intérêt et puis pour vos questions très pertinentes. Donc voilà, on va vous partager l'ensemble des ressources et on se tient vraiment à votre disposition pour creuser plus loin le sujet si cela vous intéresse. On vous attend aussi nombreux pour notre dernier webinaire de l'année, donc le 6 décembre, sur le thème de la capacité, si ça vous intéresse. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.